Merci d'être avec nous sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nous recevons aujourd'hui dans nos studios ici à Washington Luc Ayrault. Luc Ayrault est le chef de la division en charge des études régionales au Fonds monétaire international, en charge de l'Afrique. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, le rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales a été publié ce vendredi 14 octobre 2022 et vous en êtes un des auteurs. Alors, pour l'Afrique subsaharienne, on espérait que la reprise économique constatée en 2021 allait se consolider en 2022, mais vous prévoyez plutôt une croissance ralentie pour cette année. Pourquoi ? En effet, la croissance avait vraiment repris très fortement en 2021, après la crise du Covid, après la pandémie. Et en 2022, je dirais, la croissance on s'attend à ce que la croissance ralentisse assez fortement. Et pourquoi est-ce qu'elle ralentit? Et je dirais, elle ralentit à cause de la conjonction de chocs mondiaux qui ont affecté la région Afrique. Et ces chocs mondiaux, d'abord, il y a le ralentissement de la croissance mondiale, ralentissement en Europe, ralentissement aux États-Unis, ralentissement en Chine, qui réduit évidemment la capacité des pays africains. Dû à quoi? La crise ukrainienne essentiellement? Dû essentiellement à la crise ukrainienne, en effet. La deuxième chose, je dirais, c'est le resserrement des conditions financières internationales. Tous les pays sont exposés à une hausse des taux d'intérêt. Certains pays africains ont perdu même l'accès aux marchés financiers actuellement. Et enfin, le troisième choc que subit l'Afrique, tout le monde le sait bien, c'est la hausse des prix du produit alimentaire, la hausse des prix des produits importés, l'énergie, l'alimentation et les engrais. Et justement, vous en parliez, les mesures prises à l'échelle internationale pour atténuer les effets de l'inflation en Afrique, est-ce qu'elles sont efficaces? Par exemple, aux États-Unis, en Europe, les banques centrales se focalisent beaucoup sur la hausse des taux d'intérêt, justement pour faire face à l'inflation. Comment ces mesures affectent-elles l'Afrique? Je dirais que tous les pays du monde sont rentrés dans un cycle maintenant de resserrement de la politique monétaire, c'est-à-dire que toutes les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. C'est le cas aux États-Unis, mais c'est le cas aussi en Afrique. On a à peu près 2/3 des pays africains qui ont déjà commencé à augmenter leurs taux d'intérêt et qui les ont augmentés, je dirais, depuis la deuxième moitié de l'année dernière. Et vous pensez que ce sont des mesures adéquates dans le contexte actuel? Alors, quand on a comme ça une reprise de l'inflation très importante, je pense que les banques centrales qui ont un objectif de stabilité des prix qui est très important pour les citoyens, en effet, doivent remonter les taux pour essayer de contenir les pressions inflationnistes. Ensuite, la Banque centrale, elle n'est pas toute seule dans cet exercice. Les ministères, les gouvernements sont là aussi pour fournir des mesures de soutien pour les populations qui sont vulnérables et qui, en attendant que l'inflation baisse et que les prix baissent, doivent recevoir des compensations sous forme de transferts de fonds ciblés. Pour ce qui est, disons, des mesures sociales pour accompagner cette inflation, disons, cette augmentation des taux d'intérêt, est-ce que vous pensez que les pays africains sont là où ils doivent être, justement, pour favoriser cet accompagnement? Je dirais que les pays africains sont présents là-dedans. On a fait une revue de toutes les mesures qui ont été prises. La plupart des pays africains prennent des mesures de soutien social pour les populations. Disons que ces mesures de soutien, dans la mesure où beaucoup de pays ont des systèmes de transferts sociaux qui sont, je dirais, en développement, et c'est difficile de cibler exactement les populations les plus vulnérables en Afrique. Donc il y a des mesures qui sont plus générales, comme des subventions sur les prix du pétrole, et ces mesures sont mises en place par un grand nombre de pays. Ensuite, elles sont très très coûteuses pour les finances publiques, puisqu'elles ne sont pas ciblées. Donc vu qu'elles touchent tout le monde, toute la population, elles sont nettement plus coûteuses. Et donc à terme, il faudra que les gouvernements remplacent ces mesures, qui sont des mesures très générales, par des mesures qui ciblent plus spécifiquement les plus pauvres. On voit beaucoup de pays africains qui commencent à renoncer justement à ces subventions sur les produits pétroliers. Quel est votre avis sur cette question? Comme le Kenya par exemple. Oui, je pense que ça fait partie de cet effort de passer de mesures de soutien généralisées à des mesures de soutien plus ciblées. Le FMI pense que c'est une bonne chose parce que
Ce qu'on veut, l'objectif final, c'est d'apporter du soutien aux plus vulnérables, pas de donner des soutiens à toute la population, y compris aux couches les plus aisées. On a vu que le coût élevé des produits de base a provoqué des tensions sociales dans certains pays à travers le monde, en Afrique. C'est quelque chose qui vous préoccupe aussi. Et que faut-il faire justement pour aider ces pays à faire face si le FMI soutient la levée de ces subventions, est-ce que ça ne risque pas d'aggraver un peu ces tensions sociales? Non, on comprend très bien, c'est vraiment un sujet très important pour nous. Déjà, on observe que dans beaucoup de pays africains, ces tensions sociales se matérialisent. On a vu ça, par exemple, au Malawi, au Ghana, au Mozambique, mais on voit ça aussi dans tous les pays du monde, je dirais, pas seulement en Afrique. C'est, je dirais, ça a un effet très important sur l'économie générale, puisque ces tensions sociales créent de l'incertitude, réduisent l'investissement et donc réduisent un peu le potentiel de croissance des économies. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ces tensions sociales? Je dirais deux choses, ou même trois choses. Ça dépend un peu de la source de ces tensions sociales. D'abord, il faut que les banques centrales continuent de resserrer les taux pour essayer d'éliminer cette inflation qui est à l'origine, je dirais, de la plupart de ces problèmes de tensions sociales en Afrique. La deuxième chose, c'est les mesures dont on parlait, ces mesures de compensation et de soutien aux ménages les plus fragiles. Il faut qu'elles soient non seulement qu'elles continuent, mais même qu'elles augmentent en fait. Et enfin, je dirais que dans certains pays où les tensions sociales ne sont pas liées uniquement aux problèmes de prix des produits alimentaires, mais aussi à des problèmes de gouvernance et des perceptions de corruption, il faut aussi faire des réformes dans le sens d'une meilleure gouvernance. Et dans le rapport, vous évoquez également toutes ces tensions politiques qui ont un effet négatif sur la croissance, n'est-ce pas? Oui, alors les tensions politiques, les tensions sociales, il y en a une grande variété en Afrique. Ça va de mécontentements sociaux qui sont... Crise sécuritaire. Mais jusqu'à une crise sécuritaire comme au Sahel, des problèmes des coups d'État, des violences. Dans le cas de ce second cas, les problèmes, je dirais, les tensions qui sont les plus fortes, ça a des effets très forts sur la croissance. Généralement, nous, on pense que une crise, un conflit par exemple, de forte intensité peut réduire la croissance d'une économie de 3% entre la période qui précède et la période qui succède à ce conflit. Vous pensez à des pays en particulier, par exemple? Il y a beaucoup de pays africains qui aujourd'hui sont sujets à des conflits, les pays, comme vous le savez, du Sahel, et cela a un impact sur la croissance économique. Et donc le FMI est vraiment engagé dans la région, notamment dans la région du Sahel, pour aider les États à faire face à ces défis, et notamment le défi de l'impact sur la croissance très négatif de ces conflits. Le rapport recommande également une augmentation de l'assiette fiscale pour permettre une croissance accrue et de faire face aux dépenses de l'État. Comment le FMI peut-il appuyer les États dans des pays où le secteur informel est le principal pourvoyeur de revenus pour les populations? C'est vraiment un sujet très très important pour nous, ce qu'on appelle la mobilisation des revenus, le fait d'augmenter la taxation est un sujet très important en Afrique. Les pays africains ont un niveau de taxation très faible par rapport aux autres pays. Par exemple, les revenus divisés par le PIB sont à peu près de 20%, alors que dans les pays avancés, c'est le double qu'on a. Donc il y a une grande marge de progression pour les revenus, et c'est très important en Afrique parce que les revenus sont utilisés pour faire des dépenses sociales, pour faire des dépenses d'éducation, des dépenses prioritaires, de l'infrastructure, et aussi les revenus sont importants parce que c'est ce qui permet aux États d'emprunter. Quand on a des revenus très faibles, les créditeurs n'ont pas vraiment envie de vous prêter parce qu'ils ont peur de ne pas être remboursés. Donc la mobilisation des revenus, c'est très important. Vous parlez de l'informalité, c'est vrai que l'informalité, c'est un problème quand on veut mobiliser davantage les revenus. Donc on adapte et on conseille les gouvernements pour adapter les outils de fiscalité à ces cas d'informalité. Donc par exemple, on va faire en sorte qu'une petite et une moyenne entreprise ait une taxation un peu plus simplifiée, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de désincitation à payer des impôts. La mobilisation des revenus, c'est vraiment quelque chose de très important. Et dans le cadre d'une économie où l'informalité est très importante, comme les économies africaines, où je rappelle, 8 personnes sur 10 travaillent dans le secteur informel. Donc comment est-ce qu'on fait pour taxer quand une grande partie de la population échappe
je dirais, à la formalisation, à l'impôt, ça c'est un sujet très complexe. Donc on adapte les conseils qu'on donne pour, par exemple, simplifier la taxation et faire en sorte que les petites et moyennes entreprises aient des systèmes de taxation simplifiés. Une autre chose qu'on fait aussi, c'est que l'administration des revenus aille derrière un petit peu les contribuables qui ne payent pas leurs impôts. Une partie de la raison pour laquelle on a de l'informalité, c'est aussi que parfois, je dirais, les administrations, les services d'administration du revenu parfois n'exercent pas tous les contrôles qu'ils pourraient avoir sur les contribuables. Voilà, merci beaucoup, Luc. Je vous remercie, c'est un plaisir. Merci de suivre VOA Afrique et voaafrique.com.